Bonsoir à tous, merci d'être venus assister nombreux à nos Mardis des Bernardins, lesquels sont diffusés, comme vous le savez, à la fois sur KTO et Radio Notre-Dame. Ce soir, nous avons le plaisir d'aborder un sujet ô combien d'actualité, puisqu'il s'agit de l'innovation sociale. De quoi s'agit-il exactement? En quoi l'innovation sociale permet-elle de faire face à la crise? Nous verrons si innovation sociale et innovation technologique peuvent vraiment avoir le même but, à savoir relancer l'économie. Comment est-ce qu'on peut faire des personnes fragiles et exclues de la société une force? Comment est-ce que l'on peut redonner à la fois de l'espoir et du moral aux travailleurs et aux entreprises? Est-ce qu'on peut mettre en place de nouveaux modèles? Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités et honneur aux femmes. On commence avec vous, Sophie Keller. Vous êtes experte au sein de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social de l'ESSEC. Vous avez co-créé Odyssem. Alors, qu'est-ce que c'est Odyssem? C'est un collectif d'entrepreneurs qui agit pour développer des projets innovants de relocalisation d'emplois et d'activités sur les territoires. Et vous nous l'expliquerez tout à l'heure, vous êtes tout à fait convaincu du rôle moteur des entrepreneurs pour catalyser l'innovation au service des personnes. Aurélien Acquier, vous êtes professeur associé au département stratégie hommes et organisation au sein de l'ESCP Europe et vous enseignez la stratégie d'entreprise et la gestion des dynamiques organisationnelles. Vos travaux portent à la fois sur les relations entre développement durable, stratégie d'entreprise et changement institutionnel et vous avez participé récemment à une étude collective sur les pratiques des entreprises en matière d'innovation durable. Je précise que cette étude, on peut y accéder sur le site d'ICET, qui est l'Institut pour l'innovation et la compétitivité. Autour de cette table, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jean-Paul Boucher. Jean-Paul Boucher, vous êtes secrétaire général de la CFDT Cadre. Vous connaissez très très bien le monde de l'entreprise puisque vous avez passé 25 années dans diverses structures. On en parlera tout à l'heure. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir également Olivier Dubigeon. Vous êtes fondateur et dirigeant de Sustainway. Sustainway, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est spécialisée en ingénierie stratégique du développement durable et du leadership. Et concrètement, ça veut dire que vous accompagnez des entreprises, des collectivités territoriales, des ONG, enfin bref, tout type d'acteurs pour les aider à piloter des politiques RSE. RSE, c'est donc responsabilité sociale des entreprises. C'est bien ça. Alors, on va d'ailleurs commencer avec vous, peut-être pour expliquer ce que c'est que l'innovation sociale, hein, pour bien resituer le débat. Comment est-ce qu'on peut la décrire et en quoi est-ce qu'elle est différente ou pas de ce que l'on a coutume d'appeler l'ESS, à savoir l'économie sociale et solidaire? Alors, peut-être un premier mot pour dire que, de mon point de vue, nous sommes face à une double rupture qui s'accélère. Une rupture écologique d'abord, puisque les mécanismes qui renouvellent le vivant dans la nature sont en train de se briser du fait de l'activité humaine, et une rupture sociétale, puisque nous n'avons jamais créé autant d'argent sur cette planète, et cet argent n'a jamais été aussi mal réparti. Les 3 familles les plus riches au monde détiennent le même revenu que les 25 pays les plus pauvres. Donc il y a une double fracture qui est en train de se produire. Et donc face à cette double fracture, il y a effectivement la question de l'innovation qui se pose. Il y a deux formes pour moi d'innovation. Il y a l'innovation que des clients sont prêts à acheter. Et donc cette innovation, finalement, c'est qu'il y a un problème et qu'on trouve une réponse. Par exemple, Renault a inventé la Logan parce qu'il y avait un problème d'acquisition du coût des voitures. Et donc on a un problème là de viabilité économique. Il faut trouver une solution et ils ont trouvé une voiture pas chère. Au départ, c'était pour les pays du Sud. Et puis ensuite, on a vu que le consommateur était prêt à acheter une voiture moins chère. Et puis, il y a un deuxième niveau d'innovation que je vais appeler innovation responsable. Et cette innovation responsable, pourquoi elle est responsable? C'est parce qu'on va faire attention à ce que ce qui est innovant enrichisse le bien commun, le patrimoine commun. Le patrimoine commun, c'est les femmes et les hommes que nous sommes, c'est les territoires que nous composons, et c'est aussi la biosphère qui nous héberge. Et donc, enrichir le patrimoine commun, je pense par exemple, alors je cite des exemples, chaque entreprise a ses qualités, ses défauts, mais c'est intéressant de savoir, par exemple, que la SNCF travaille sur la démobilité, c'est-à-dire comment favoriser une mobilité sans passer par le train. Et donc, par exemple, une mobilité virtuelle avec notamment les technologies de l'information ou telle compagnie électrique à New York qui gagne de l'argent quand ses clients arrivent à baisser la facture d'énergie. Donc, ils ont mis en place un modèle économique qui font que moins je dépense d'énergie et plus l'entreprise gagne d'argent. Ce qui est intéressant. C'est un modèle intéressant. Bon. Il y a un autre... Peut-être juste un mot, puis je laisse la parole. C'est que du coup, à l'inverse de la première innovation où il y a un problème, on essaie de trouver la solution. Là, il y a une question... Donc, enfin plutôt, on va essayer de trouver la question dans une réponse. Et je vais juste donner un exemple. Prenons l'exemple du consommateur.
Vous avez un consommateur. Par définition, un consommateur, ça consomme. Alors, posons-nous une question autour du consommateur. Par exemple, et si le consommateur était producteur de ce qu'il consommait? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ce qu'on appelle le prosumérisme, qui aujourd'hui est en train de se développer pas mal, un peu en France, mais ça commence à se développer pas mal, mais surtout dans les pays anglo-saxons. On voit des éléments où le consommateur produit lui-même le service dont il a besoin et il coproduit, donc par exemple avec des ateliers de fabrication, par exemple dans le secteur audiovisuel ou dans le secteur de l'information, où le consommateur est lui-même auteur de ses propres productions. Et donc vous voyez qu'en ayant une solution qui est le consommateur, en allant trouver la question qui est à l'intérieur de la solution, on se met à innover dans une réflexion où on va essayer d'enrichir le patrimoine commun. Donc, innovation responsable, c'est vraiment deux champs différents. Quand on parle d'innovation sociale, on parle souvent de la création par Mohamed Younous de la Grameen Bank. Aurélien, cette Grameen Bank, donc, elle accorde des microcrédits, vous le savez, pour financer des projets. En quoi cette initiative vous paraît particulièrement probante et vous paraît illustrer particulièrement bien ce que c'est que l'innovation sociale? Alors, je pense que d'abord, cette initiative-là, elle est intéressante pour répondre à votre première question, qui était quelle est la différence entre ce qu'on appelle innovation sociale, qui est un mot qui devient un peu à la mode, qui est de plus en plus utilisé dans les médias français, qui est un petit peu moins nouveau dans notre contexte. Et par contre, on a cet objet, nous, qui est l'économie sociale et solidaire, duquel on est beaucoup plus familier quand même en Europe. Et je pense que je vais revenir au cas de Mohamed Younous pour expliquer un petit peu la différence. En gros, avant de passer au cas de Mohamed Younous, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui est quand même très important en France. On dit que c'est à peu près 10% de la production de richesse, de l'emploi salarié. Alors c'est un secteur qui est aussi très hétérogène, parce qu'il y a à la fois les structures organisationnelles mutualistes, les structures associatives, les SCOP, les coopératives, etc. Donc il y a des choses qui sont très très hétérogènes là-dedans, et qui a un mouvement historiquement très très fort. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on ne parle pas d'économie sociale et solidaire, mais on parle d'innovation sociale. Alors d'où ça vient? Ça vient notamment des milieux anglo-saxons. Alors la notion a été beaucoup travaillée notamment en Angleterre, et a été beaucoup travaillé dans les années 90, au moment où d'ailleurs la gauche travailliste essayait de se reconstruire des doctrines, actant le fait que l'État s'était beaucoup désengagé de problématiques sociales, de problématiques de prise en charge des populations handicapées, des soins, etc. Et qu'il fallait trouver d'autres relais sociaux pour répondre à ces problèmes-là. Et je crois que c'est un point à avoir en tête lorsqu'on parle d'innovation sociale, c'est l'idée qu'en gros, tout ne va pas venir forcément des organisations instituées, là, telles qu'on les connaît, tout ne va pas forcément venir de l'État, mais ça va venir aussi de démarches qui sont plus locales, qui sont plus entrepreneuriales, et toute la mouvance en fait de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social s'inscrit un petit peu là-dedans. Dans la mise en place de nouveaux modèles finalement. Et pour revenir du coup à Younous, Younous a été un des exemples qui a été beaucoup cité et utilisé autour de l'idée du microcrédit, qui a été de dire raisonnons en entrepreneur autour de problèmes sociaux. Un des problèmes sociaux, c'est que dans les bidonvilles indiens, le taux de crédit il est infiniment plus élevé que ceux des classes moyennes indiennes. C'est-à-dire là où les classes moyennes indiennes peuvent s'endetter à 10%, la personne qui est dans un bidonville, elle va avoir des taux d'usurier qui vont être à 100 ou 150%. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et l'idée du microcrédit, c'est de dire adressons toutes ces franges de population qui sont exclues de certains marchés, qui en auraient besoin. L'accès au marché de la finance, c'est très important pour le développement. Du coup, essayons de trouver des schémas alternatifs, entrepreneuriaux, en dehors des systèmes institués, qui permettent de répondre à ces besoins sociaux. On va passer des bidonvilles indiens aux fermes, aux terroirs français. Sophie, en parlant de la coopérative, les fermes de Figeac. Donc, les fermes de Figeac met depuis 30 ans au service du développement durable de son territoire une stratégie d'innovation diversifiée. C'est un exemple, je crois, que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des exemples pour comprendre ce que c'est véritablement que l'innovation sociale. Alors, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que disait Aurélien à l'instant, c'est que ce qu'il faut retenir de ce qu'on s'est dit là, c'est que d'abord, l'innovation sociale, c'est des personnes qui ont une démarche entrepreneuriale là où elles sont et qui, finalement, décident de répondre à un besoin social ou un besoin environnemental de façon innovante et de façon plus efficace que d'autres solutions qui existent. Et c'est là que, comme le disait Aurélien, tout un chacun peut être finalement interpellé
qu'on soit dans une organisation existante, une grande entreprise, qu'on soit dans une collectivité, qu'on soit dans une PME sur un territoire. Alors l'exemple des fermes de Figeac en est un. On a affaire là à un entrepreneur qui, à 30 ans, a repris une coopérative à Figeac, ville de 10 000 habitants. Et cette coopérative agricole, il en a vite vu les limites parce que sur ce territoire, très vite, les métiers dans l'agriculture allaient diminuer. Il s'est dit, moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est continuer à développer l'emploi sur mon territoire par tous les moyens. Et contrairement à de multiples entreprises, il ne s'est pas dit je vais rester dans la coopération agricole, mais je vais essayer à partir des ressources qui sont là sur mon territoire, à savoir les personnes présentes ici, les compétences qu'il y avait autour de lui, et aussi les ressources naturelles, de créer d'autres activités économiques pour maintenir l'emploi. Et aujourd'hui, les fermes de Figeac, c'est plus de 350 salariés qui développent des activités dans l'éolien, il a monté la première coopérative de toits solaires pour vendre de l'électricité. Il s'est dit, c'est pas possible, on est en train d'importer 80% de notre viande d'Allemagne, alors qu'on a des bœufs dans notre coopérative. Comment ça se passe? Pareil à Toulouse, on vend plein de viande allemande. Du coup, il a mis en place des circuits courts pour vendre, et là, de façon efficace économiquement. C'est-à-dire ça coûte le même prix. Seulement, personne ne s'était posé la question avant lui. Et de la même manière, il s'est dit, attendez, c'est une des régions dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui ont un patrimoine économique, mais qui investissent dans des banques dont elles ne savent pas ce qu'ils en font. Et aujourd'hui, il a levé déjà 350 000 € pour son territoire, venant d'habitants du territoire, par des circuits courts de financement. Et bon, je pourrais multiplier, mais on a vraiment affaire là à un entrepreneur de territoire dont la volonté première est d'abord de développer les personnes et l'économie là où il est, et qui du coup innove et invente une entreprise multiforme, multisecteur et multitype d'organisation et de statut juridique pour y répondre. C'est vrai que c'est un bel exemple. Je vous propose de finir ce tour de table de cette définition de ce que c'est que l'innovation sociale avec vous, Jean-Paul Boucher, puisque selon vous, il est plus que temps d'entendre le malaise des cadres, d'entendre leurs demandes, et vous me disiez que l'innovation sociale, dans l'innovation sociale, il y a innovation, mais il y a aussi sociale, et que le mot est un peu galvaudé et peut éventuellement faire peur. Qu'en est-il véritablement ? On ne parle pas du malaise des cadres déjà. C'est pas la terminologie qu'on emploie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas parfois même en souffrance, peut-être, on peut utiliser le terme, mais ce qui nous frappe, c'est qu'ils nous disent d'abord, et à travers des enquêtes sur des cohortes quand même assez conséquentes, ce qu'ils demandent, c'est du pouvoir d'agir. C'est d'abord du pouvoir d'action. Ils ne nous disent pas qu'ils vont mal, ou qu'il y a un malaise. Ils disent on veut retrouver finalement des marges de manœuvre et on veut retrouver du pouvoir d'agir. Donc c'est une interpellation aussi des employeurs. Pour dire ça, ce serait une grande innovation que de redonner effectivement un pouvoir d'action. C'est surtout vrai dans les fonctions publiques d'ailleurs, quand on interroge les cadres des fonctions publiques. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu la RGPP, il y a maintenant la MAP avec la modernisation. Mais quand on les interroge également dans le secteur privé, on a des réponses qui sont très très proches de celles-ci. Donc retrouver du pouvoir quelque part d'action, parce que sans ça, il n'y a pas non plus d'innovation, quoi. Deuxième chose, dans ce que j'ai entendu, on voit bien qu'entre innovation sociétale et innovation sociale, il y a des choses qui se percutent. Moi, j'ai envie de dire tout ce qui permettra d'apporter un plus, d'abord pour le salarié. On est organisation syndicale. Pour l'entreprise, au sens de l'entreprise d'activité, de l'entreprise de salariés, je ne parle pas de la société de capital. Je veux dire, celle-ci, il y a longtemps qu'on l'a beaucoup servi. Je pense qu'il serait temps justement de réinverser un petit peu la tendance. Et puis qui apporte aussi sans doute un plus pour la société. Prenons l'exemple des droits rechargeables. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il est récent. On vient de sortir d'une négociation assurance chômage qui a été très compliquée. D'abord, personne n'en voulait en dehors de la CFDT. On a porté ce projet à bout de bras depuis le début. C'est la suite d'un autre accord qui avait été signé en janvier 2013. Alors pourquoi est-ce que le patronat n'en voulait pas ? Il disait que ça coûte de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Mais les 250 millions d'euros de coûts, quelque part, on les a retrouvés ailleurs. De toute façon, il y a un équilibre financier et au final, on est sorti de cette négociation avec cet équilibre financier. Ça va permettre quoi ? De réinciter d'abord des gens à aller aussi, j'irai sur du travail et sur des contrats courts, mais que quand ils auront des durées courtes finalement d'emploi, ils puissent continuer finalement à recharger, j'irai effectivement ces droits à l'assurance chômage. C'est un exemple d'innovation. Il faut bien reconnaître que ça a été quand même très compliqué. Nous, on considère que c'est une victoire. Il a fallu trouver effectivement des compensations financières. On pourra en prendre une autre, entre innovation sociale et puis innovation sociétale. Quand on a voulu mettre en place, j'irai dans le domaine des retraites, une réforme qu'on avait qualifiée de systémique,
Alors d'abord, il y a un gouvernement qui nous a dit systémique, voilà, vous faites peur vous, avec ces mots-là, donc il faut arrêter d'utiliser ces mots-là. Bien. Quand on a dit, mais attendez, les Suédois ont réussi depuis très très longtemps finalement à trouver un système, non pas par capitalisation, hein, mais par répartition, qui permet d'avoir une certaine soutenabilité finalement de ces régimes. Ils ont appelé ça les comptes notionnels. C'était une vraie innovation sociale et sociétale. En France, on n'en veut pas. Hein. Pour quelle raison ? Pourquoi on n'en veut pas? Je pense que on a une tradition quelque part, je dirais, du social au sens du dialogue social, où on continue, je dirais, à raisonner sur un modèle qui appartient quand même, à mon avis, plus au passé, je dirais, qu'au présent. Je ne parle même pas de l'avenir. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que finalement, les mentalités, en France, du moins, ne sont pas véritablement prêtes à cette innovation sociale. Alors, on pourrait dire les mentalités, mais il n'y a pas que ça. Je pense que pour qu'il y ait innovation, qu'elle soit sociale, qu'elle soit technologique, il faut qu'il y ait un minimum, quelque part, de confiance entre les acteurs, que ce soit à un niveau national, interprofessionnel, que ce soit au niveau de l'entreprise. Je vais prendre un exemple au niveau de l'entreprise, puisque je viens du monde de l'entreprise et du monde high-tech. Vous pouvez être très, très bon en innovation technologique. Moi, j'étais patron d'une boîte où on n'était que dans le high-tech. On se développait à une vitesse grand V, enfin on multipliait pratiquement par 2, voire 3 les effectifs tous les ans. On était sur des niches à très très haute valeur ajoutée. C'était très bien. Et en même temps, si on n'avait pas mis en place à l'interne, j'irais des dispositifs permettant de mutualiser les savoirs et les connaissances, et ça s'organise. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'innovation aussi organisationnelle et managériale. Et à un moment donné, ça se percute avec des contraintes économiques. Donc il faut... c'est un vrai dialogue contradictoire. Moi, je me souviens très très bien à l'époque, je dirais avec mes collègues, ils me disaient, mais tu te rends compte de ce que ça va coûter? Alors oui, mais j'ai fait le coup, mais un compte d'exploitation, ça a 2 colonnes. Et donc, bien sûr qu'il y aura un coût. Mais qu'est-ce qu'on va finalement en tirer? Et ça, c'est extrêmement important. On n'en a tiré qu'une seule chose, j'avais déjà pris cet exemple, je crois, ici. C'est un turnover finalement qui était à 1% à l'époque, dans un environnement où les gros opérateurs de la place étaient à 14-15%. Voilà. Et quand je suis parti de cette entreprise, d'ailleurs, pour revenir dans la sphère syndicale à plein temps, m'a dit ce qui a été extraordinaire dans cette aventure, c'est que vous nous avez permis de continuer à apprendre. Ça, c'est une vraie innovation sociale. Alors Sophie Keller, vous avez un discours qui est plutôt optimiste dans ce livre qui s'intitule « L'économie qu'on aime ». Vous expliquez que finalement, l'économie, l'innovation sociale, c'est pas comme on peut le penser parfois, ça ne concerne pas une dizaine de boîtes comme ça en bas de chez soi, mais finalement, c'est quelque chose qui peut se généraliser. Concrètement, comment et comment est-ce que ça peut être catalyseur de solutions? Alors, déjà, pour replacer, en effet, on a vraiment voulu écrire ce livre parce qu'on a rencontré de multiples entrepreneurs et agi auprès de nombreuses entreprises en France qui, d'ores et déjà, trouvent des solutions aujourd'hui face à la crise du chômage et la crise de la croissance. Et on s'est dit, on en parle trop peu de ces solutions qui marchent. Alors, c'est vrai que si on écoute les médias, si on écoute même beaucoup de professeurs d'économie dans les écoles aujourd'hui, on baisse les bras et on se dit on va attendre le retour de la croissance avant de faire quelque chose parce que c'est systématique. On ne pourra pas créer de l'emploi avant d'avoir de la croissance. Et on s'est dit il y a vraiment un décalage entre ce qu'on peut percevoir déjà dans les territoires aujourd'hui en France et finalement ce qu'on entend. Donc, loin d'avoir un discours dogmatique, on s'est dit il faut qu'on montre des solutions qui marchent et pourquoi elles marchent et comment elles marchent. Et surtout, ce qui nous a marqué, c'est que la vision qu'on a de l'entreprise, et là je rejoins complètement ce qu'on vient de se dire tous ensemble à l'instant, elle est assez étriquée. Et finalement, il n'y a pas une seule entreprise avec un grand E, mais il y a d'abord des personnes qui s'engagent, qui s'investissent, qui innovent là où elles sont et qui ont envie de changer des choses parce qu'un territoire leur tient à cœur, parce que des savoir-faire locaux les touchent, parce qu'ils ont envie de tester de nouveaux modes d'organisation. Et que finalement, l'entreprise, elle a un fabuleux pouvoir de transformation aujourd'hui dans l'économie. Et l'entrepreneur en est vraiment le catalyseur. Et que ce pouvoir de transformation, il est sous-estimé. Il est vraiment sous-estimé. Et donc, l'aventure qu'on a voulu ici traduire, c'est de dire les délocalisations ne sont pas une fatalité aujourd'hui et il y a des bonnes raisons de relocaliser un certain nombre d'industries en France. L'emploi pour les personnes les plus fragiles, aussi bien les personnes handicapées que les personnes qui ont été exclues pendant très longtemps du marché du travail, voilà, pour cause de multiples problèmes sociaux, ne sont pas définitivement des personnes à côté de la route et inemployables. La coopération est peut-être une voie, comme vous le disiez, qui peut avoir des bénéfices plus importants qu'un système uniquement concurrentiel dans lequel la main invisible ferait que tout se passe bien et que l'allocation des ressources se ferait au mieux.
Il y a des systèmes qui peuvent marcher et qui, au contraire, sont féconds en coopérant sur les territoires. Et voilà, il y a peut-être d'autres modes de développement. Donc là, je vais peut-être citer un exemple pour vous montrer très concrètement les choses. On a été très inspiré par une initiative portée par un collectif de personnes et d'abord par un entrepreneur à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, qui a, dans ce territoire sinistré par l'industrie de la chaussure, a réussi à recréer plus de 2000 emplois aujourd'hui, en partant des personnes et des compétences qui étaient présentes. Et notamment, il a relancé la chaussure dans cette zone où finalement toutes les entreprises avaient été délocalisées, en se disant on a des piqueuses, on a des tanneurs, on a des coupeurs qui sont là, qui sont soit à la retraite, soit au chômage depuis des années, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et finalement, même le ministère de l'Industrie avait publié un rapport disant que plus jamais on arrivera à relancer quoi que ce soit dans cette région de France qui avait des savoir-faire extraordinaires. Et finalement, il s'est dit, relançons la chaussure. Alors, ne la relançons pas comme on l'a fait précédemment. Faisons des modèles plus intemporels, plus adaptés aux besoins aujourd'hui et aux désirs aujourd'hui des consommateurs. Mais utilisons ces machines-outils qui sont à l'abandon et ces compétences qui sont inutilisées. Et finalement, là aussi, personne ne s'était posé la question. Et pourquoi il a réussi ? Parce qu'il a fédéré autour de lui aussi bien les collectivités locales, qui, on le voit bien, face au désastre de délocalisation, ont tout intérêt à pouvoir se mettre dans l'histoire quand il s'agit de relancer ce type d'entreprise et d'industrie, mais aussi une entreprise qui embauchait des personnes handicapées qui très rapidement a pu les mettre à disposition, et puis une PME de vitrerie qui avait des locaux disponibles, plus toutes les machines-outils qui restaient. Donc c'est le fruit de cette coopération qui a permis la relance de la chaussure. Aujourd'hui, il y a 5 ateliers qui sont relancés à Romans, et heureusement qu'ils coopèrent parce qu'ils ne sont pas capables individuellement de répondre à ce besoin de commandes qui est en train de se lancer. Et Archer, aujourd'hui, ce groupe, au-delà de la chaussure, c'est 99 métiers. Depuis le fer à cheval, la relocalisation de la sous-traitance automobile dans ce bassin, le transport de personnes, la relance de la chaussure. C'est pas un groupe du coup avec un métier, c'est d'abord de multiples métiers, mais dans l'objectif même est de recréer les emplois un à un pour les personnes du territoire. Comme quoi, tout est beaucoup question à la fois de coopération et de volonté. Il y a un autre livre que j'aimerais promouvoir ce soir, c'est votre livre, Olivier Duvigeon, qui s'intitule « La 4e révolution sera sociétale » et le sous-titre, c'est « Comment réussir la transition ?» Alors, précisément dans un contexte qui est caractérisé par une croissance plutôt atone, par un niveau de chômage proche de son niveau historique, par une dette publique énorme, dans quelle mesure l'innovation sociale vous paraît-elle être intéressante pour sortir de la crise ? Nous sommes en crise depuis très longtemps. Enfin, une bonne nouvelle, car nous avons la possibilité, dans un monde qui est aujourd'hui globalisé, définitivement, en tout cas à échelle humaine, de réinventer non plus un contrat social, mais un contrat sociétal. Je trouve que je suis beaucoup avec des jeunes, j'interviens beaucoup dans des écoles, et je suis frappé de voir certains d'entre eux qui saisissent cette balle au bond pour effectivement devenir acteurs de ce monde en transition. Le nouveau monde, il est déjà là. Simplement, il n'est pas médiatisé, il n'est certainement pas porté par nos dirigeants politiques, pour la plupart d'entre eux, en tout cas politiques institutionnels. Et pourtant, le nouveau monde est déjà là. Donc, je parle plutôt d'innovation sociétale. C'est-à-dire que la question vous savez que depuis 1986, les enjeux ne s'arrêtent plus aux frontières. Et que désormais, la moindre perturbation, qu'elle soit écologique, sociale, sociétale, territoriale, politique, économique, qui se passe ici, impacte là-bas. Et ce qui se passe là-bas nous impacte ici. Et que face à ces enjeux globaux, il nous manque encore une gouvernance globale au niveau mondial. Donc je serai mort lorsqu'on aura un président de la République mondiale, très certainement. Mais d'ici là, nous sommes appelés à inventer un contrat sociétale au niveau de cette société globale qui a à gérer en commun un bien commun. La question, c'est que nous ne savons pas gérer quel commun et nous ne savons pas comment gérer en commun ce commun. Et donc c'est toute la question, de mon point de vue, qui oriente notre 21e siècle, c'est comment nous allons pouvoir gérer en commun ce qui nous est commun au niveau de notre planète. Et simplement le fait de se poser cette question nous amène à nous poser la question de quelle utilité notre activité génère vis-à-vis du commun. Donc on va l'appeler l'utilité sociétale. Et donc du coup, le fait de se poser cette question nous oblige forcément à rentrer en dialogue, puisque seul, individuellement, ou même seul,
une entreprise, une organisation, un État ne peut savoir tout seul comment, qu'est-ce qui crée de l'utilité. La question la plus difficile à traiter, c'est qu'est-ce qui est utile par rapport au commun. Et donc le fait de pouvoir se poser cette question d'utilité sociétale, qui représente la dimension humaine, la dimension territoriale, la dimension environnementale, la dimension économique, la manière dont on gouverne nos activités, et bien cette question d'utilité sociétale, elle ne peut être déterminée qu'au travers d'un dialogue avec l'ensemble des parties. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'expertise numéro 1 du XXIe siècle sera le dialogue on dit parties prenantes. Parties prenantes, c'est les parties qui sont impactées par l'activité d'une entreprise, d'un gouvernement, d'une association, etc. Et donc, cette dynamique, rentrer en dynamique de confrontation et d'oser la confrontation avec des acteurs qui ont des points de vue différents sur un enjeu, et nos amis syndicalistes le savent avant tout le monde, pour l'avoir fait au cœur de l'entreprise, pour avoir apporté un point de vue contradictoire par rapport aux dirigeants d'entreprise, et c'est grâce à ça que beaucoup d'entreprises ont pu innover socialement. On se retrouve face à la même opportunité, mais cette fois-ci non plus au sein de l'entreprise, mais au sein d'une société globale. Et donc on va passer d'une utilité sociale à une utilité sociétale. Et pour le pratiquer depuis beaucoup d'années, je suis impressionné. J'ai moi-même été dirigeant d'entreprise, et je sais, pour avoir... Vous l'êtes encore d'ailleurs. Je le suis encore, mais j'ai dirigé une entreprise industrielle, une entreprise de services, enfin des grosses PME, et je sais, quand j'ai dirigé ces entreprises, je faisais partie du centre des jeunes dirigeants dont on parlait tout à l'heure, et je sais combien le dialogue contradictoire en interne comme en externe, il est fertile, et que on était confronté à des problèmes extrêmement complexes. Tout seul, j'étais incapable de le résoudre. Donc, mon réflexe systématiquement, c'était de m'associer à des gens qui avaient le même problème et les gens qui étaient impactés par le problème que j'avais. Alors, vos amis, et qu'à partir de là, on trouvait des solutions. Et même je peux vous dire, pour la petite histoire, une des entreprises que j'ai dirigées, on avait un problème d'emploi, puisqu'on automatisait des systèmes, on informatisait des systèmes, et puis un jour, on a été concurrencé par des gens qui faisaient des automatismes dans leur garage, qui étaient aidés par leur épouse pour faire la comptabilité, et ils passaient à des coûts 3 fois inférieurs aux nôtres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tous nos concurrents, on se sont mis à licencier. Et nous, on s'est dit, on ne va pas licencier, parce qu'on a des gens qui sont là depuis des dizaines d'années. Il est hors de question de les licencier. On va d'abord commencer conjoncturellement à se serrer la ceinture, mais ça ne durera pas longtemps. Et surtout, on a engagé un travail avec l'ensemble des gens qui étaient concernés par le même problème, et on a réuni des syndicalistes, des associations, les gens du ministère, etc. Et on a trouvé une solution qui était illégale. C'est-à-dire qu'elle n'était pas prévue par la loi. Mais comme on avait pris soin... C'est quoi la solution? C'est une solution sur un nouveau contrat qui, à l'époque, n'existait absolument pas. Mais c'est un contrat qui ne rejetait pas... C'est un contrat qui ne rejetait pas le risque sur les personnes. Parce que ça, moi, je m'y refusais. En tout cas, vous mettez le doigt sur un sujet important qui est celui de la rentabilité. Alors, c'est rentabilité versus responsabilité. Et ça veut dire que le gouvernement, enfin en l'occurrence c'était le directeur à l'époque régional du travail, nous a donné l'autorisation d'expérimenter un contrat totalement illégal puisqu'il n'était pas prévu par la loi, parce que justement il avait été associé à cette logique de dialogue depuis l'origine. Alors justement, vos amis syndicalistes que vous évoquiez à l'instant, je voudrais faire réagir Monsieur Jean-Paul Boucher. On parlait de rentabilité. Cette innovation sociale qu'on évoque depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle est aussi rentable que l'innovation technologique, et est-ce que l'une peut se faire aux dépens de l'autre, comme on peut souvent l'entendre, par erreur peut-être? Quel est votre sentiment? Mon sentiment, il est quand même partagé, parce que autant l'innovation de produits, l'innovation technologique, on peut arriver à trouver des mécaniques de quantification et d'évaluation et donc de chiffrage. Quand on est dans le domaine du social, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, pas toujours. Je citais l'exemple des droits rechargeables. On sait ce que ça peut générer, on sait ce que ça va coûter. Donc là, on a des éléments, et on savait que de toute façon, l'issue de cette négociation passait aussi par cet équilibre financier. L'autre exemple que je donnais tout à l'heure, il faut vraiment, j'irais, pour mettre le retour sur investissement et donc remplir l'autre colonne du compte d'exploitation, pour reprendre l'exemple, ça suppose quand même de bien y travailler. C'est-à-dire que la valorisation économique de l'activité, c'est quelque chose qui est toujours, j'irais, un petit peu plus difficile. C'est vrai au niveau de l'entreprise. J'ai pris l'exemple du turnover, mais en même temps, je veux dire, c'est vrai que nous, la formation d'un salarié, j'irais, sur un domaine high-tech, c'était 6 mois de tutorat, c'était une formation initiale, et on avait des publics, je dirais, de bac+5, donc d'ingénieurs diplômés. Mais ceci dit, voilà, c'était le coût du recrutement, le coût de la formation, le coût du monitorat, on était capable de le chiffrer. Parfois, c'est effectivement plus compliqué que ça. Et si on regarde ça à une échelle sociétale,
On a des collègues là, qui ont fait un travail de fond en réunissant, je dirais, des bases de données statistiques fiables de l'OCDE, etc., et qui ont mis en évidence que lorsque l'on commence à faire une évaluation de tous les coûts externalisés sur la société, donc à travers le non-respect finalement soit de la réglementation, du droit du travail, du mal-être au travail, etc., quand on commence à chiffrer ça, même de façon macroéconomique et même de façon approchée, il y a un certain nombre de grands groupes internationaux qui ne gagnent plus d'argent. Ils en perdent, très clairement. Donc on voit bien que, je ne sais pas si on arrivera effectivement à avoir un compte d'exploitation sociétal ou global, mais si effectivement on allait vers cela, je pense qu'il faut attaquer les problèmes en même temps parce que on a bien vu, ça fait 20 ans qu'on essaie de travailler sur une gouvernance mondiale pour faire de sorte que l'OMC discute avec l'OIT, enfin, qu'on ne soit plus dans des appartements. C'est-à-dire que cette confrontation des logiques, elle puisse s'exercer à tous les niveaux. Aussi bien à un niveau, je dirais, global, parce qu'on est dans une économie globale, mais au niveau de l'entreprise. Et on rencontre, ce qui est frappant, on rencontre à peu près les mêmes difficultés. On est d'accord sur la finalité. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le chemin pour y parvenir, il est long. C'est un chemin long. Et parfois, quand on entend, je dirais, un moment, là, dans la vie, je dirais, d'un pays, à travers un pacte de responsabilité, on dit, attendez, si effectivement ça se limite à un chiffrage de contrepartie en termes de création d'emplois, le débat, il va être vite terminé. Oui. Et puis alors, il y a aussi une question de financement. Aurélien, c'est vrai qu'on parle beaucoup donc, des innovations sociales, lesquelles interviennent dans des secteurs très variés, que ce soit le logement, la santé, la petite enfance, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, etc. Alors, selon vous, est-ce que toutes ces innovations sociales permettent de sortir de la crise? C'est quand même des questions qu'on se pose ce soir. Et puis aussi, comment les financer? Parce qu'on parlait du problème de la mesure, mais il y a aussi le problème du financement. Alors, vous abordez quand même deux grandes questions. On ouvre beaucoup de grandes questions ce soir sur est-ce que l'innovation sociale permet de sortir de la crise. Alors, c'est difficile de répondre parce que, de quelle crise on parle en fait. Est-ce que vous parlez de la crise économique, de la crise écologique, de la crise politique, du fait qu'on n'a plus confiance dans les institutions? Et puis aussi la question, c'est qu'est-ce qu'on prend comme, qu'est-ce qu'on appelle l'innovation sociale? Alors, sur la question du comment est-ce qu'on finance ce type d'innovation, alors il y a toute une problématique effectivement là-dessus, qui est comment est-ce qu'on reconnaît le fait que ces démarches-là sont assez spécifiques, et du coup comment on essaye d'identifier des manières aussi spécifiques de les financer et d'évaluer leur rentabilité pour reboucler sur ce qu'évoquait Monsieur Boucher. Il y a toute une part de l'innovation sociale qui concerne le financement, effectivement. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la microfinance. En fait, il y a tout un mouvement aussi qu'on appelle le crowdfunding, qui consiste à dire que les foules peuvent aussi aujourd'hui, à travers tous les dispositifs d'information qu'on a, se réunir aux quatre coins de la Terre pour essayer de financer des projets qui vont avoir une vocation sociale, une vocation avec un intérêt public, etc. Et du coup, là, c'est un fabuleux levier. Il y a plein de structures de financement partagées qui se sont montées au cours de ces dernières années et qui permettent d'alimenter des projets environnementaux ou sociaux. Et donc ça fait partie aussi des schémas qui sont en train d'émerger. Et plus généralement, en fait, ce que nous disent ces schémas de financement partagé, c'est que derrière ce mouvement d'innovation sociale, il y a un mouvement de fond aussi qui concerne toutes les technologies de l'information, qui permettent aussi de mettre en réseau, de mettre en contact des acteurs qui ne se voyaient pas auparavant. Tout à l'heure, on parlait de comment est-ce qu'on repense de la réindustrialisation du tissu productif. Peut-être que les technologies de l'information vont permettre aussi d'envisager de nouvelles collaborations qui n'étaient pas possibles auparavant, parce que les gens sont trop éloignés au niveau physique, etc. On n'a pas discuté beaucoup aussi d'un autre aspect qui est en train d'exploser aujourd'hui, qui concerne la consommation collaborative et la production collaborative, qui sont des révolutions en fait dans la manière de partager des produits, de les co-construire, de les coproduire. Si vous prenez des entreprises comme Blablacar par exemple, qui ont moins de 10 ans, c'est un acteur qui est en train de révolutionner le secteur des transports en mettant en relation des gens qui ont besoin de trouver une place dans une voiture pour aller d'un point A à un point B. Alors évidemment, le covoiturage, ça a toujours existé, mais là, en branchant les technologies de l'information sur ce type d'offres, en fait, on fait complètement exploser leur potentiel, quoi. Donc on observe plein de moyens aujourd'hui de partager des produits, de partager des services qui sont en train de chambouler de manière assez radicale toute une série de secteurs, quoi.
Alors, puisque vous parlez de chamboulement, le troisième axe que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est qu'est-ce que finalement tout ça, ça change au niveau des pratiques des entreprises. Comment les entreprises, chacune à leur niveau, peuvent instaurer l'innovation sociale. Et alors, Sophie Keller, est-ce que vous pensez qu'un livre comme le vôtre peut parvenir à inspirer des dirigeants, et comment est-ce qu'à leur niveau, ils peuvent changer la donne? Est-ce que ça concerne toutes les entreprises, les grandes entreprises comme les PME? Qu'en est-il véritablement? Je pense que vraiment, et de l'expérience qu'on a eue, on a pris pas mal la parole, en effet, pour pouvoir parler de ces expériences-là à de multiples publics, aussi bien à des acteurs de collectivités locales, plutôt des PDG du CAC 40 ou alors des entrepreneurs dans leur territoire et des citoyens. Vraiment, ce dont on parle, ça interpelle toutes les personnes, où qu'elles soient, parce que depuis le début, on est dans le balancement entre les questions macroéconomiques qui nous taraudent et qui nous interpellent fortement et dont on parle beaucoup dans les médias. Et en même temps, les solutions, et c'est ce que vous disiez au tout démarrage, elles existent, elles sont là, et elles se passent de personne à personne et dans la confiance, comme vous disiez. Et certainement, c'est le fruit de nouvelles coopérations qui sont très concrètes, c'est-à-dire un maire qui va venir tous les 15 jours prendre un petit déjeuner avec un dirigeant de PME pour pouvoir imaginer des solutions sur son territoire. Et ce qui du coup nous interpelle tous dans notre manière de penser notre action au quotidien. Et vous disiez tout à l'heure, la différence aujourd'hui, c'est qu'on est tous appelés à penser la finalité de nos actions. Je crois que ce qui réunit ces personnes qu'on a rencontrées, qu'elles soient numéro 2 de Danone, chef de PME sur son territoire, c'est qu'elles ont une conscience élargie des problèmes et qu'elles pensent leur action et leur croissance dans une direction qui est celle qu'elles veulent lui donner. Mais en tout cas, elles se reposent ces questions-là. Et souvent, elles repensent bien au-delà des bornes de leur propre entreprise. Elles ne se disent pas « mon objectif, c'est mon chiffre d'affaires, c'est mes résultats, c'est mon compte de résultats à la fin de l'année. » Mais c'est bien comment je me sens, moi, responsable au regard de mon territoire, au regard des personnes autour de moi. Parce que si le système explose, mon entreprise, elle ne marchera pas non plus. Et du coup, il y a une vraie rationalité, finalement, à ce mode de réflexion. Donc, très concrètement, ça interpelle tout le monde sur le sens de son action. Et derrière, comme vous disiez, ça demande beaucoup d'innovation et de créativité, mais de façon assez concrète déjà organisationnelle. C'est-à-dire comment on a quand même une conviction qui est partagée ce soir, qui est celle de la coopération et des mutualisations comme source de création de richesse. Comment je coopère concrètement sur mon territoire, là où je suis, avec les personnes. Alors nous, on a pu constater, par exemple, je vous parlais de l'exemple d'Archer, qu'ils ont lancé une dynamique qui s'appelle un pôle territorial de coopération économique. Alors on a parlé des pôles de compétitivité pendant longtemps. Le pôle territorial de coopération économique, c'est quoi concrètement? C'est des PME, c'est des associations, ce sont les services de Pôle emploi qui se retrouvent dans un même lieu physique sur un territoire et qui mutualisent un certain nombre de fonctions support, qui mutualisent des financements. On a des participations croisées entre PME du territoire pour que, quand il y en a une qui ne va pas forcément bien, les autres chefs d'entreprise puissent être là et assurer leur soutien pour que ça se passe mieux. Et aussi des coopérations dans l'action qui donnent naissance à de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles activités. Par exemple, ils sont en train de monter une crèche inter-entreprise, interstructure, un service d'AMAP pour pouvoir vendre localement des produits qui sont produits localement. Donc, on voit bien que c'est assez concret. Et que finalement c'est abordable par tous. Et ça, c'est des logiques qu'on retrouve dans les très grandes entreprises qui sont à la défense et dans les plus petites. On a une dynamique aujourd'hui qui est en train de se développer, qui est celle de l'intrapreneuriat social. Encore un mot bizarre, mais qui consiste en des personnes, là où elles sont dans les grandes entreprises qui sont les leurs, et qui se disent comment elles peuvent, là aussi, innover socialement, avec les moyens qui sont souvent plus importants de la grande entreprise. Et là, on a, typiquement, si on reprend le domaine du financement, des personnes aujourd'hui chez BNP Paribas qui se disent comment on peut financer cette économie qui est plus résiliente. Vous posiez la question de est-ce que c'est une solution ? Cette économie face à la crise, aujourd'hui, les chiffres le prouvent. On parlait d'économie sociale et solidaire. C'est une économie qui crée plus d'emplois, qui est plus résiliente en période de crise que le reste de l'économie. Ça interpelle, par exemple, ce type de chiffres très concrets. Et les banquiers et les investisseurs se disent, du coup, quand ça va mal, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'investir longuement dans ces entreprises-là qui, elles, tiennent le coup quand ça va moins bien? Et on voit que les grandes banques commencent à s'intéresser à ce secteur. Et ce sont des personnes avant qui, dans ces banques,
se sont dit pourquoi on n'essayerait pas de trouver des fonds et de trouver de nouveaux modèles économiques dans les banques. C'est véritablement des nouveaux modèles qui s'inventent. Oui, Olivier ? Oui, non, enfin, je ne connais pas votre question, mais j'aurais revenu sur la question de la crise. La crise, c'est que quand on n'arrive plus à réguler un système. Or, le système dans lequel nous sommes, qui date d'à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, qui est le choix d'Aristote de mettre l'homme séparé de la nature. Et à l'époque, c'était l'homme avec un petit h. Et donc l'homme était au centre, on l'a mis au centre, et ce qui l'environnait, c'était secondaire. On l'appelait l'environnement. Et d'ailleurs, quand on dit il faut protéger l'environnement, ça veut donc dire il faut donc protéger l'accessoire, si je sais bien comprendre. Et que cette séparation de l'homme et de la nature sur laquelle nous avons bâti notre modernité génère aujourd'hui une impasse, parce que nous avons dû accumuler des biens et des services pour pouvoir nous protéger de cette nature qui était devenue menaçante. Et il a fallu donc utiliser des ressources. Il n'y a plus assez de ressources, le nombre avec lequel nous sommes. Et comme je l'ai dit en démarrage, la valeur qui a été extraite de ces ressources est on ne peut plus mal répartie. Elle n'a jamais été aussi mal répartie. Donc la crise, elle vient d'un mode de développement qui est intrinsèquement, qui a coupé l'homme de la nature. Ce qu'un certain nombre de communautés premières encore aujourd'hui ont un autre mode de développement qui est basé sur on va développer la réciprocité entre l'homme et la nature. Et on va développer les mécanismes qui renouvellent le vivant. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Il ne s'agit pas de revenir en état de peuple premier, mais il s'agit de prendre l'expérience d'une technologie particulière qui est d'assurer le renouvellement des mécanismes qui créent le vivant. Et comment, dans la société globale, on peut renouveler cela? Alors, si je reprends ce zoom arrière, macro-micro, c'est parce que je ne sais pas résoudre la question de la crise si je ne me pose pas la question de qu'est-ce que c'est que cette crise. Ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, c'est un double voyage. Ce voyage à 2500 ans et un voyage à 50 ans pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, j'ai pris mes petites lunettes dans 50 ans si, effectivement, cette double rupture se prolongeait. Et à partir de là, ça donne des enseignements tout à fait intéressants pour aujourd'hui, pour dire qu'est-ce qu'il faut prioriser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut changer. Et donc, sinon, on peut faire d'innovation, comme l'homme et la femme ont toujours fait de l'innovation. Mais comment savoir si cette innovation, elle est soutenable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle génère un développement soutenable? S'il suffisait de créer des emplois et de payer sa taxe professionnelle pour avoir un développement soutenable, pardon, mais ça se saurait. C'est précisément parce que ça ne suffit pas pour générer un développement soutenable, c'est qu'il y a donc quelque chose en plus que des emplois et de la taxe professionnelle. Alors, c'est quoi ce quelque chose en plus? C'est très certainement de la conscience dont vous avez parlé, c'est-à-dire la conscience des impacts que nous générons sur le patrimoine commun. Donc, avons-nous, lorsque nous sommes dans une entreprise ou dans un gouvernement, avons-nous conscience de la totalité des impacts que nous générons? Question intéressante. Savons-nous quelle valeur nous apportons globalement? Ce n'est pas simplement une valeur économique. Quand on dit que l'entreprise, elle est faite pour faire du profit, ce que j'ai entendu depuis tout petit, je dis non, l'entreprise n'est pas faite pour du profit, ou alors l'entreprise est faite pour faire du profit économique et sociétal. Mais sauf qu'on a oublié le sociétal. C'est-à-dire que si l'entreprise fait un profit économique sans penser à son profit sociétal, on se rend bien compte que le territoire est en train de se déliter. Une entreprise qui est sur un territoire qui n'est plus prospère ne peut pas être elle-même prospère. Elle a besoin d'un territoire fertile. Donc l'entreprise a un intérêt, tout à fait bien compris, de générer la fertilité de son territoire. Il y a quelques minutes, vous disiez concrètement qu'est-ce que ça peut changer dans l'entreprise. Jean-Paul Boucher, concrètement, l'innovation sociale, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'organisation des entreprises? Parce que j'imagine que ça change un petit peu la donne. Oui, j'aurais tendance à dire il faut d'abord libérer quelque part un peu tous les potentiels et toutes les énergies, parce qu'aujourd'hui, la réalité est quand même assez éloignée de celle-ci. Je vais y revenir, mais ça me paraît être un premier levier. Il y en a un deuxième, c'est qu'il faut aussi développer quelque part, je dirais, cette capacité de réflexivité et d'analyse critique. Parce que on ne peut pas faire abstraction ou faire totalement l'impasse de cette analyse critique des modèles de gestion, de gouvernance ou autres, qui ont quand même conduit à ces crises, qui ne sont pas simplement financières et économiques, mais aussi crises de responsabilité. Ou alors on dit, oui, du passé, faisons table rase. Mais enfin, en même temps, si on veut se projeter dans un avenir et ne pas reproduire non plus les mêmes erreurs, je pense que c'est un point de passage obligé. Si on regarde ça, non pas à un niveau global ou à un niveau institutionnel, mais au niveau de l'entreprise, ça suppose que chaque acteur soit en capacité
finalement d'avoir aussi cette visibilité-là, quoi. Hein. Et sur un cas critique. Or, vous Oui, disiez tout que à fait. quand on parle d'innovation sociale, ça concerne aussi l'innovation managériale. Est-ce qu'aujourd'hui, les managers sont prêts à innover en termes de management ou pas tant que ça? Moi, je propose souvent, il y a une première innovation, hein, puisque les statistiques sont à peu près fiables maintenant, entre 30 et 35% du temps, par exemple, des managers consacrés à faire du reporting. Ça, c'est fait pour rassurer ceux qui sont loin du travail et loin de l'activité. Moi, je crache pas dans la soupe, je dis pas qu'il en faut pas, hein. Je dis, mais à 10%, ça suffirait largement. Vous avez déjà libéré 20%. Alors là, on a des gains, je dirais, considérables autour de ça. Quand on voit le gâchis aujourd'hui de tous ces potentiels qui ne sont pas utilisés. Vous avez pris un exemple tout à l'heure, effectivement, en disant, mais il y avait des compétences qui n'étaient pas utilisées. Sur des reconversions de sites, nous, on a accompagné aussi des opérations de ce type. On voit bien, il y a un tas d'endroits. Et ça, c'est effectivement au niveau du local, c'est au niveau du territoire, c'est que ça va se passer. Moi, j'ai bien entendu ce que vous disiez, et des expériences comme celle-ci, on en est témoin. Je pense que ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas y avoir un cadre, et un cadre politique. Parce que sinon, on retombe sur la remarque de M. Dubuisson, c'est-à-dire qu'un déficit de régulation, alors il ne faut pas trop de régulation, mais si effectivement, un pouvoir politique n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais quelque part, c'est l'impulseur de l'émancipation des acteurs, pour faire de sorte précisément qu'ils retrouvent du pouvoir d'action, mais pas n'importe quel pouvoir d'action, un pouvoir d'agir collectif. Ce qui nous manque cruellement quand même, que ce soit en France ou ailleurs, c'est bien ce jeu collectif. Prenons l'exemple des filières d'activité. Mais attendez, en France, on ne raisonne absolument pas du tout de la même façon que dans d'autres pays, ou même en Allemagne, on cite souvent l'Allemagne. Mais cette notion de bien commun local, ça parle là-bas. Enfin là-bas, c'est juste à côté de chez nous. Moi, j'aimerais que ça parle un peu plus chez nous. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de jeux collectifs, il faut beaucoup plus de coopération, et ça, c'est pas exclusif quelque part du débat contradictoire et de la confrontation des logiques. Ne soyons pas, je dirais, des bisounours, ça existe, c'est comme ça. Donc de toute façon, il faut composer avec cette confrontation-là. Simplement, je dirais, le résultat de cette confrontation, ça doit être des compromis, quelque part, sociétaux, où finalement chaque acteur, y compris celui qui est dans le sous-traitant, enfin y compris l'autre, y compris celui qui est à l'extérieur finalement de l'entreprise, va aussi trouver son compte. Parce que nous, organisations syndicales, à ce moment-là, on refait AZF tous les jours. Hein. Au nom de l'emploi, quelque part, et de la sauvegarde de l'emploi, on sait que depuis des années, on est sur le fil du rasoir, et on ne dit rien en CHSCT, on ne dit rien en comité d'entreprise. Il n'y a pas un manager qui exerce un droit d'alerte, qui exerce tout simplement un droit d'expression. Non. Si on veut changer, si on veut innover, il va aussi falloir passer par là. Mais quand on a du jeu collectif, et je termine là-dessus, je vois bien ce qui se passe sur une région qui m'est chère, c'est la région Pays de Loire, les énergies marines. Là. Il y a un tas d'acteurs. Ce que vous venez de dire, là, ça se passe. C'est déjà aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut un arbitre de temps en temps. Parce que s'il n'y a pas d'arbitre, vous avez des grosses entreprises qui vont bouffer la petite, je dirais, qui est très, très innovante. C'est elle qui produit les brevets. Donc, il faut à un moment donné un arbitre. Il faut un minimum de régulation. Ça, ce n'est pas de la régulation nationale, c'est de la régulation locale. Mais elle est extrêmement importante. D'où l'intérêt d'une négociation collective de ces règles du jeu. Aurélien Acquier, vous avez écrit donc ce guide dont on parlait tout à l'heure sur les bonnes pratiques des entreprises, puisqu'on s'intéresse là à un niveau très micro sur ce que ça change au niveau des pratiques des entreprises. Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'innovation sociale, hein, parce que vous les avez un peu analysées à la loupe. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, faute de temps, qui est celui de la co-création, dont on parle énormément. Est-ce que ça fait partie de l'innovation, et est-ce que c'est d'innovation sociale, pardon, et est-ce que c'est un vrai mouvement? Alors, pour serrer un peu les réponses, enfin, il y a déjà, j'aimerais bien revenir sur les pratiques, mais aussi les compétences qui permettent de développer de l'innovation sociale, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais que c'est important de mettre les termes là-dessus. Et surtout, nous, en fait, en école de management, la question, c'est aussi comment on est un acteur aussi de tout ça, parce qu'en fait, on forme des managers, des étudiants qui sont dans la grande école, mais aussi des gens qui font la formation permanente, et du coup, on a aussi une responsabilité dans tous ces processus-là. Alors, comment on essaye d'accompagner ça et quelles sont les compétences là, qui permettent de faire de l'innovation sociale? Je crois qu'il y a un point qui a été soulevé, c'est notamment le fait de plus penser seulement à l'échelle de l'entreprise, mais de penser à l'échelle des écosystèmes. Et de se dire, en fait, l'entreprise est plus... On parle beaucoup de la déstabilisation des écosystèmes naturels. En fait, l'entreprise, elle est elle aussi dans un écosystème, qui est un écosystème d'affaires, qui a un lien avec l'écosystème naturel, mais elle interagit avec des fournisseurs. Écosystème culturel, oui, tout à fait, social, exactement. Etc. Avec du coup des fournisseurs, des clients, un État, des organismes syndicaux, des espaces culturels aussi, comme on le soulignait. Et je crois qu'il y a un enjeu très très fort
pour les acteurs qui est de revoir, pour les entreprises, de repenser la manière dont elles s'inscrivent dans leurs écosystèmes. En fait, le modèle un peu classique de la grande entreprise, c'est d'essayer de contrôler le plus possible l'écosystème, d'internaliser toutes les activités qui sont créatrices de valeur à l'intérieur des frontières de l'entreprise, de rejeter les sources de coûts à l'extérieur, éventuellement d'externaliser ces coûts-là vers l'extérieur. Et on a vu que, effectivement, si on externalise, c'est plus facile d'être rentable. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont développées dans l'ouvrage de Sophie qui sont justement partent du principe inverse, quoi. C'est-à-dire comment j'utilise l'écosystème pour faire quelque chose de plus productif. Comment je vois l'écosystème des gens qui m'entourent comme une richesse, comme un potentiel, comme un patrimoine qui demande qu'à être valorisé. Et en fait, aujourd'hui, l'innovation sociale, elle a vraiment un espace quand on pense de cette manière-là l'écosystème. C'est-à-dire quand on essaye de mettre en réseau des ressources qui ne le sont pas. Et toute l'économie collaborative dont on parlait, c'est bien ça, c'est de se dire, tiens, il y a des gens qui ont des voitures. Dans ces voitures, ils roulent et puis ils sont en moyenne 1,5 dans chaque déplacement. Si on essaie de mettre en réseau des gens qui ont des voitures avec des gens qui n'ont pas de voiture, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un mode de transport moins coûteux pour chacun, qui permet d'ailleurs d'apporter des revenus à celui qui ouvre la porte de sa voiture pour embrigader quelqu'un là dans son trajet. Et donc ça permet de générer de l'activité économique pour d'autres que pour l'entreprise elle-même. Et puis aussi d'avoir un impact environnemental positif, puisqu'au lieu d'avoir une personne et demie, on en a 3, quoi, en moyenne, lorsqu'on fait du covoiturage. Donc je crois que là, en termes de compétences et de vision de l'environnement, il faut vraiment basculer entre une vision où on essaye de maîtriser l'écosystème, de le contrôler, à une vision où on le voit comme une opportunité à valoriser et à co-valoriser, quoi. C'est sur cette note de valorisation qu'on va devoir conclure, parce qu'on pourrait parler de ce sujet pendant des heures et malheureusement on doit s'arrêter. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que l'émission de la semaine prochaine sera consacrée à un sujet radicalement différent, puisqu'elle s'intitule Jérôme Lejeune, une conscience pour la science d'aujourd'hui. Pour rappel, Jérôme Lejeune, c'est un médecin-chercheur qui est à l'origine de la découverte de la cause de la trisomie 21. Donc un tout autre sujet. Merci à tous les quatre. Merci. Bonne soirée. Merci.